Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 21 mars 2023 et c'est l'épisode 314. Les moins jeunes d'entre nous, il n'y a personne dans cette situation, j'imagine ici, mais enfin bon, on se rappelle de Clippy, cet assistant de la suite Office. Aux côtés de Word, Excel et PowerPoint, il y avait ce petit trombone flippant aux yeux de drogué qui pouvait plus ou moins nous aider. À l'époque, je dois confier que je faisais du support informatique. J'ai dû déjà raconter cette anecdote, mais elle m'a tellement marqué, je me rappellerai toute ma vie. Un utilisateur l'avait lancé par erreur pour la première fois. Et il m'avait alerté sur le fait qu'il y avait, je cite, une liane avec des yeux qu'il regardait. C'était très flippant, il avait fallu que je me déplace sur son poste à l'époque pour comprendre de quoi il s'agissait. Cet avatar avait le mérite d'être précurseur, et oui, attendez-vous à ce qu'un assistant revienne très prochainement dans vos documents de bureautique bien connus de la firme de Redmond, évidemment sans son incarnation désuète que je viens de décrire, mais propulsé à grands coups d'intelligence artificielle. Vous l'avez compris, on va encore une fois parler d'intelligence artificielle dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Mais très bien, fort bien. Mais encore mieux que d'habitude d'ailleurs. Ah, je sais pourquoi tu dis ça. Sûr. Et oui, vous allez avoir un épisode encore meilleur que d'habitude parce que nous avons également l'immense plaisir de retrouver un habitué de longue date qui nous fait l'honneur de nous consacrer un petit peu de temps. Ça va être l'occasion qu'il réagisse au sujet de l'épisode, évidemment, bien sûr, c'est quand même l'objectif. Mais il va pouvoir nous donner un petit peu aussi peut-être son regard sur la révolution qui s'opère actuellement sur l'intelligence artificielle. C'est Pierre-Olivier Dimman. Salut Pierre-Olivier, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Et je vais commencer d'ailleurs par foutre le bordel et renommer l'épisode. C'est pas l'épisode 314, c'est l'épisode Pi. On devrait pas louper ça. Oh, mais oui, t'as tellement raison. C'est vrai qu'on n'aurait pas dû le rater. Très bien, c'est noté. Bien vu. Merci pour ta vigilance, Pierre-Olivier. Je tiens à signaler quand même que je crois que Guillaume Poggiaspala l'a mis plus ou moins à côté du titre. Donc, c'est pas 100% de moi. Mais voilà, il faut pas qu'on le loupe. Écoute, l'histoire retiendra dans cette conversation que tu as la paternité de ce titrage. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Olivier. Il y a des personnes, figure-toi Pierre-Olivier, ça fait un petit moment que tu n'as pas eu l'occasion d'échanger avec nous, il y a des personnes qui rejoignent le podcast et qui découvrent le podcast en cours de route et qui n'ont pas l'immense privilège de savoir exactement qui tu es. Je pense pourtant que tu fais partie des tout premiers participants à ce qui était à l'époque Tablette Café, ça ne nous rajeunit pas. Est-ce que tu peux peut-être te représenter en quelques mots pour que les gens qui découvrent le podcast depuis peu de temps sachent qui tu es? Absolument, fondateur de l'entreprise humanoïde qui est en arrière du site frandroid.com notamment, mais aussi Numérama et Mademoiselle maintenant, mais moi à mon époque c'était juste Frandroid puisque je ne suis plus dans cette entreprise. Aussi parmi les plus fervents adorateurs de l'OS au robot, à savoir Android, et anciennement développeur d'ailleurs pour Android. Et tu gardes un regard évidemment très proche dans le monde des services et des développements, si je dis pas de bêtises, Pierre-Olivier. Donc évidemment, tu vas pouvoir commenter tous ces sujets avec nous. Alors j'en profite avant qu'on parle des news. Forcément, vous le savez, c'est l'habitude en intro des épisodes. Je me dois de dérouler le tapis rouge pour les personnes qui ont choisi de participer financièrement au financement de Tech Café ou qui ont renouvelé leur engagement. Je voudrais citer Joachim Maldazar et Carole AG. Merci beaucoup à tous les trois. Je ne vais pas vous mentir, le soutien de quelques auditeurs parmi vous est toujours essentiel pour que le podcast reste présent dans votre app et continue à vous apporter un contenu régulier. Je sais, éperdument, que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas d'ailleurs se le permettre. C'est évidemment tout à fait normal. Par contre, si vous avez quelques euros à consacrer chaque mois, peut-être que vous les consacrez déjà à une passion coupable que vous aimeriez abandonner en 2023, on a la solution. Allez jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé et envisagez peut-être de nous consacrer une petite partie de ce budget. Vous savez ainsi que vous soutenez très concrètement Tech Café, un podcast qui vous apporte, on l'espère, un contenu de qualité vérifié et empaqueté dans un format divertissant, proche et convivial. Vous profitez d'ailleurs de quelques avantages et notamment un flux privé du podcast sans la pub et du chapitrage des épisodes. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Florian Schwartz qui fait partie des heureux soutiens Patreon de Tech Café qui me fait remarquer qu'il a des difficultés avec ce chapitrage qui est vraiment pas une fonction évidente dans le monde du podcast. Florian, j'ai répondu à ton commentaire et on va mettre en place une solution, t'inquiète pas. J'en profite aussi pour citer un avis Apple Podcast de Netronic qu'il a déposé le 21 mars
dernier, il y a quelques... en fait, c'est aujourd'hui. J'allais dire il y a quelques jours, mais c'est aujourd'hui. Super podcast avec une vraie expertise technique qui me permet de faire une veille sur les sujets B2B. Je travaille dans l'informatique aussi bien que sur les gadgets, les NFT ou les IA avec de vraies analyses dedans. Que c'est bon. Question. Pourquoi les épisodes week-end ne sont pas notifiés ni visibles dans le flux sur Apple Podcasts? C'est dommage, car ils sont au moins aussi bons que les épisodes réguliers, que je ne suis pas averti de leur sortie, et ça réduit sûrement votre audience sur ces derniers. Écoute, j'en apprends tous les jours, Netronic. Je ne savais pas que les épisodes qui étaient labellisés comme étant bonus ne faisaient pas l'objet d'une notification. Considère ce problème réglé, et désormais tous les bonus auront eux aussi une jolie notification sur ton iPhone. On vous invite évidemment à commenter sur techcafé.fr et à échanger entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Un dernier commentaire, et je vais le faire d'autant plus sereinement que Pierre-Olivier est là, Sebem qui nous dit que, à défaut de faire des podcasts sur vinyle, il voulait rappeler que l'apéro du Captain a fait un vinyle de tous ses génériques. Belle initiative qui a plus que bien marché. La prod a été compliquée, mais le résultat doit être sympa. Avis au geek amateur, et je le dis d'autant plus donc sereinement parce que je sais, Pierre-Olivier, que tu as eu l'immense privilège d'être invité à l'apéro du Captain. Il fut un temps, il y a quelques années. C'est vrai, j'ai ça dans mon CV, absolument. C'est beau, c'est beau. Je l'ai mis en expérience LinkedIn. Ça m'étonne pas du tout. C'est une belle référence. Merci. Allez, on enchaîne sans autre forme de procès avec les news tech. Et oui, Guillaume, Microsoft nous déroule un revival de Clippy, mais quand même à la sauce 2023. On est loin de cette liane avec des yeux. Ouais, bah oui, cette semaine, il y a quand même une grosse actualité pour tous les passionnés de bureautique, hein. C'est ça, ceux qui sont passionnés par Word, Excel et ce genre de trucs. Puisqu'en substance, c'est vrai que Clippy fait son grand retour, le trombone le plus connu, le plus détesté de la tech, sans doute. Mais on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. Je veux dire, Microsoft, en ce temps-là, mettait des falbalas sur toutes ses fenêtres. Et dans même le Garni, qui me servait de nid, il avait bonne mine, ce trombone menu, mais il vous embobine, c'est une déconvenue. Bref, la bohème, c'était en 97, quand Microsoft se met en tête de rajouter des assistants à Office et ce genre de trucs, mais c'est un personnage cartoon qui vous donnait des conseils, voilà, pour vous aider à écrire, hein, tu l'as un petit peu dit. Alors, en fait, il n'y avait pas que le trombone comme agent pour vous aider. Ah oui, t'as raison. Mais il fallait insérer le CD le Office pour avoir les autres, et bon, tout le monde avait la flamme, donc tout le monde restait sur Clippy. Et à la base, Clippy voulait aider, voilà, donner un visage au logiciel et aider ceux qui avaient aussi le moins l'habitude. Par exemple, il détectait quand tu commençais une lettre, puis il te demandait si tu voulais de l'aide, voilà, puis en général tu répondais surtout non, après il réapparaissait quand même, et tu finissais par le détester, voilà, parce qu'il n'était pas très très utile. Clippy, c'est une distraction inutile qui a fini par gonfler tout le monde et que Microsoft a viré officiellement en 2003, mais cette vieille histoire montre que le fantasme d'aller augmenter la suite bureautique avec un véritable assistant est là depuis longtemps en vérité. Exactement 20 ans plus tard, d'ailleurs 20 ans après la mort de Clippy, ce fantasme a désormais un tout nouvel algorithme, nouveau nom mais aussi un nouvel algorithme sur lequel s'appuyer et une énorme capacité de calcul supplémentaire qui lui permet d'être nettement plus crédible et d'aller évidemment largement plus loin. Donc il a commencé Microsoft a présenté la semaine dernière son Copilot, qui est une intégration d'un modèle de langage à l'ensemble de Microsoft 365. Donc comme pour Bing, c'est bien sûr la technologie d'OpenAI qui est utilisée, on suppose que c'est en l'occurrence une instance de GPT-4, ça a été confirmé dans le cas de Bing que c'était GPT-4, que la partie modèle de langage de Prometheus c'était bien GPT-4, même c'était peut-être une version un petit peu, disons, plus précoce que celle qu'on a actuellement. Là, rien n'est sûr, mais le plus simple pour se faire une idée de copilote, c'est d'imaginer ChatGPT qui bosse avec vous sur les documents Word, qui écrit vos emails, qui crée vos PowerPoint, qui résume d'autres PowerPoint que vous n'avez pas envie de vous farcir. Sous Excel, Copilot peut analyser un tableau de données complètement indigeste et vous représentez la tendance la plus importante avec un graphique, ou alors rajouter des couleurs aussi pour mettre en évidence les données qui sont importantes, tout ça tout seul. Enfin, il suffit de lui demander, évidemment, en langage naturel, dans son onglet, tu lui demandes. Et Copilot peut aussi assister à ta place à des réunions, il peut te faire un résumé de ce qui s'est dit d'important. D'ailleurs, ça prend même pas une page pour une réunion d'1 heure, ce qui est un cas tout à fait réaliste, je pense, une fonction qui va donc en faire saliver beaucoup, je pense. Vous pouvez aussi avoir la transcription pour voir d'où sort ce que te donne Copilot. D'ailleurs, il y a aussi une nouvelle appli en complément de tout ça qui s'appelle le Business Chat. Donc c'est un chat interactif avec un robot qui peut regrouper, synthétiser tout ce qui est en relation avec une tâche et qui est organisé dans le Microsoft Graph. Parce qu'en fait, Copilot interagit avec 3 entités. Copilot est finalement 3 entités. Il y a les applications Office, donc il y a Word et compagnie, il y a le Microsoft Graph, c'est-à-dire le graphe des liaisons que les documents ont les uns avec les autres, donc ça basé sur des métadonnées sur ces documents. Et après, il y a le gros modèle de langage GPT-4, voilà GPT-4, donc Copilot interface les 3, c'est lui qui crée les prompts finaux d'ailleurs pour GPT-4. Donc tu écris ce que tu veux, voilà, à Copilot,
et il va créer un prompt à mettre devant ce que tu veux pour préciser et contextualiser les demandes. Et donc en fait, ce prompt complet, donc le tien plus celui de Copilot, va être envoyé et digéré par GPT-4 et le résultat lui-même est retourné à Copilot qui l'interprète et le filtre avant de l'afficher ou de le traduire par des actions sur un document, comme une mise en forme par exemple, une mise en valeur des tableaux de cases d'un tableau par exemple. Et donc dans le monde merveilleux des vidéos de promotion, tout ça marche super bien, c'est à peine croyable. C'est vraiment comme si tu avais un secrétaire particulier, quoi, un assistant qui maîtrise en plus parfaitement tous les outils. En réalité, Microsoft le dit d'emblée, Copilot n'est pas censé créer des documents finaux. Il est là pour créer des brouillons, pour accélérer les choses, mais il fera des erreurs. Il produira des textes bizarres ou hors sujet, il va halluciner des choses. Parfois, il va marcher très bien, et d'autres fois, je cite, il fera des erreurs utiles, des erreurs qui te donneront une idée originale par accident. Bon, c'est une curieuse manière de vanter son produit, faut l'avouer, mais c'est révélateur du fait que ça se passera pas tout le temps comme dans la vidéo. On sera fixé dans les mois qui viennent, on parle pas de date, il n'y a pas de date plus précise que les mois qui viennent pour le déploiement pour l'instant. Donc, à votre avis, est-ce que c'est une véritable bombe à retardement d'informations déformées ou de malentendus? Je vais tendre le micro tout de suite à Pierre-Olivier parce qu'on n'a pas eu l'occasion de t'entendre depuis que cette révolution a un peu bousculé notre éditorial et fait que chaque semaine il s'invite dans les épisodes de Ta Café. Et moi je serais très curieux d'avoir un petit peu ton sentiment, bon évidemment bien entendu là-dessus Pierre-Olivier, mais globalement sur ce qui se passe, toi qui es justement très étroitement lié encore de par ton historique et ton activité à ce qui se passe dans évidemment le rapport aux ordinateurs et à l'informatique. Comment tu perçois ça? Quel regard tu portes là-dessus? Je vais commencer par y aller sur le sujet spécifique Microsoft. J'ai une remarque, puis sinon elle sera beaucoup trop loin de ce que Guillaume nous rapporte de ce que Microsoft a dit. Sur le sujet des erreurs utiles, moi personnellement, je suis très en phase avec cette déclaration de Microsoft, dans le sens que on a quelque chose qui permet de briser le syndrome de la page blanche. On a aussi quelque chose qui permet d'avoir des templates de mise en forme qui sont à peu près respectés. Et je sais que personne n'aime respecter les templates, etc., etc. Donc c'est quand même vraiment intéressant, mais c'est sûr que le contenu a besoin d'être relu. Et puis de toute façon, s'il l'était pas, alors pourquoi on serait payé en tant que salarié d'une entreprise, etc., etc. Mais ma grosse remarque, c'est dans ce cas-là, enlevez-moi cette de bot du moteur de recherche Bing. Parce que ça n'a pas de sens que d'un côté, on admet que on est sur la génération de texte et que on travaille des probabilités et pour faire du texte qui est crédible mais pas nécessairement vrai, et de l'autre de balancer le truc en mode moteur de recherche. Allez-y, posez vos questions, on va vous répondre, messieurs, mesdames. Donc moi, ça c'est le truc qui me mérisse un petit peu le poil dans la position que Microsoft a en ce moment et que j'aimais bien avec Google jusqu'à ce qu'ils se sentent bousculés par les actionnaires, les machins, etc. pour aller sortir des versions, des démos, des trucs. À savoir que l'IA en tant que telle, c'est pas un produit, c'est une techno. Puis que cette techno, elle peut être embarquée dans des produits pour les rendre plus efficaces, plus attractifs, etc., etc. On l'a avec Google Translate. C'est pas juste du crowdsourcing. Il y a aussi pas mal de génération de texte. On l'a avec les autocompletes de Gmail, etc. Tous ces trucs où l'IA était invisible, à mon sens, c'était parfait. On avait une vraie intégration dans un produit. On prétendait pas qu'on allait générer des vérités ou ce genre de choses. Quand ça touche le moteur de recherche, je suis un peu plus mal à l'aise. Fait que ça, c'était ma première remarque sur le parti Microsoft. Et puis pour mon sentiment général, évidemment, ça va être difficile de condenser ça. Mais j'ai tendance à dire que quand je vois à quel point le commun des mortels ne sait déjà pas utiliser un moteur de recherche, je suis assez confiant que la moyenne des gens ne saura pas créer une vraie requête pour une IA conversationnelle, un prompt. Générative. Ouais, exactement. Oui, générative parce que effectivement pas juste le texte, mais aussi les images, etc. Je pense que la plupart des gens sont et seront et resteront nazes à ça. Puis je leur lance pas la pierre là. On a tous nos faiblesses, etc. Et puis en fait, en plus, c'est pas si évident que ça. Je sais que
quand ChatGPT est sorti en bêta, personnellement, moi, mes prompts, c'était de la merde et j'étais pas du tout impressionné par les réponses. Et ça m'arrive d'ailleurs régulièrement d'essayer de m'en servir et de me faire donner des réponses qui valent mais vraiment zéro et que je dois retravailler mon prompt encore et encore pour arriver à obtenir quelque chose que là, pour le coup, je suis comme oh shit, ok, ça fait ça c'est nice, c'est vraiment cool, c'est très impressionnant. Donc voilà, c'est pas... On s'imagine que, vas-y, t'écris 5 lignes, c'est quoi ton problème, et qu'on va te donner la réponse tout de suite. C'est vrai que c'est plus facile que beaucoup d'autres outils, mais c'est pas non plus 100% tout cuit. Et je pense que beaucoup de gens auront de la difficulté à s'en servir correctement. Je pense que les profs ont encore de beaux jours devant eux à corriger des copies parce que sérieusement, un truc qui sort de ChatGPT, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Sauf si, là, on a quelqu'un qui fait des prompts intelligents et qui retravaille le texte ensuite et machin. Mais dans ce cas-là, est-ce que cette personne, elle a pas fait correctement ses devoirs? Il me semble que oui. Enfin, voilà. Mes 2 points. Hyper intéressant d'avoir ton retour et quelque part c'est agréable parce que je pense que tu déculpabilises une bonne partie d'entre nous et peut-être des auditeurs aussi qui eux-mêmes utilisent parfois ces outils et je retrouve face à des résultats très très discutables et c'est intéressant parce qu'évidemment ce qui circule sur les réseaux sociaux et ce qui est partagé c'est les résultats convaincants et Dieu sait qu'il y en a bien évidemment mais il y a aussi beaucoup de déchets dans nos usages de ces outils, c'est clair. Hyper intéressant. Du coup Guillaume, on continue et on va aller voir ce qui se passe du côté de Google qui met à disposition ses API cette fois-ci. Oui, bah même comme une réponse du berger à la bergère, n'est-ce pas, comme on dit. Google a annoncé pour son workspace des choses qui sont quand même assez similaires à ce qu'on a pu voir pour le copilote de Microsoft. Hein. Donc il y a de l'IA générative partout, alors dans Gmail bien sûr, où l'IA pourra aider à écrire ou à faire des résumés de longues conversations. Voilà, des longues conversations, tu sais, des allers-retours Gmail sur lesquels on n'est plus à jour depuis 2017. Bon, on pourra aussi avoir de l'assistance sur Google Doc avec des résumés, ces fameux mails ou production de prompts. Voilà, on pourra évidemment avoir des trucs plus ou moins, disons... alors, plus ou moins mise en forme, mais aussi avec des tons différents, on pourra contrôler le ton aussi. Et encore une fois, comme chez Microsoft, on peut demander en langage naturel de créer une présentation à partir d'un texte, on pourra, à partir d'une liste d'emails, automatiser l'envoi de messages personnalisés. À noter qu'il y a aussi la génération d'images qui est disponible pour habiller tout ça, donc Imagen apparemment se trouve mis au boulot, ça y est. Et on aura aussi des résumés synthétiques écrits en temps réel, des réunions Google Meet, etc. Hein. On pourra aussi déléguer la rédaction de notes de remerciement à l'équipe. Donc ces derniers mois m'a vraiment fait marrer parce que c'est vraiment dans les vidéos de promotion. Hein. Et vraiment, je veux, vas-y, écris une lettre de remerciement à mon équipe. Grâce à l'IA de Google, donc, tu n'auras plus à t'emmerder à dire merci à tes collaborateurs. Tu n'auras plus la corvée de rédiger toi-même un mail de 2 pauvres paragraphes pour exprimer une gratitude sincère vis-à-vis de gens qui t'ont aidé. Non, tu laisses ça à l'IA. Je veux dire, et en plus, elle peut le dire de plusieurs façons avec des emojis fleurs. Je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Alors, je sais bien que 90% de la com est de toute façon purement formelle, mais ça m'amuse que Google appuie dessus encore sur cette artificialité. Et puis bon, je ne doute pas que les IA seront bientôt utilisées pour aussi des lettres d'amour, pour souhaiter un bon anniversaire de mariage. Ça serait intéressant de voir dans le futur ce qui méritera encore nos propres mots, ce qu'on refusera de déléguer. Mais bon, voilà, les remerciements, je ne sais pas si c'est vraiment habile de mettre ça dans une vidéo de promo. En tout cas, c'est symptomatique d'une période quand même où plus que jamais, il faut aller vite, déployer, occuper le terrain et réfléchir après, quoi, si on a le temps, et on n'aura pas beaucoup de temps de toute façon. Donc en l'occurrence, personne n'a encore testé tout ça, parce qu'il n'y a aucune date de sortie précise. Hein. Je suis vraiment curieux de voir à quel point ça marche, là encore, comme dans les vidéos, de voir les bourdes aussi qui pourraient sortir. J'attends avec impatience le bêtisier de copilote de Google Workspace, ça sera marrant, je pense que les réseaux sociaux en déborderont très bientôt, et puis bon, ça arrivera peut-être pour la Google I.O., mais en attendant, effectivement, comme tu le disais, il y a aussi... disons, Google se devait aussi de réagir sur le front des API, puisque depuis longtemps, entre guillemets, OpenAI permet l'intégration de ces modèles GPT dans des applications tierces, via des API pour les développeurs, et donc il est un petit peu seul sur le créneau, mais Google aussi a des IA, et donc désormais, il offre accès aux développeurs à Palm. Palm, c'est son modèle fort, c'est le plus gros, enfin en tout cas, c'est celui qui existe dans l'incarnation la plus grosse, Donc les développeurs pourront intégrer les services de Palm dans les applis qu'ils veulent. C'est un peu le GPT de Google, Palm tout simplement. Il peut faire comme lui, discuter, faire le même type de tâches, composition, résumé, classification, etc. La version la plus grosse de Palm d'ailleurs est absolument énorme, elle est même encore beaucoup plus grosse que GPT-3. C'est 540 milliards de paramètres. Et évidemment, il y aura probablement plusieurs instances de modèles, tout sera disponible sur Google Cloud, évidemment, donc une API standard pour développeurs. Mais il y aura aussi une interface low-code, à noter quand même, qui s'appelle MakerSuite. MakerSuite, c'est une interface simple pour manipuler le modèle.
donc Palm Chat ou Palm Text, et ensuite tu peux éventuellement exporter du code et intégrer ailleurs. Mais bon, pour finir, Google a présenté Vertex AI et Generative AI App Builder, qui est, comme son nom l'indique, pas mal, une solution complète pour personnaliser ou créer de toutes pièces des modèles d'IA générative, ses propres modèles. Pierre-Olivier, je me souviens, il y a des années de cela, quand les assistants vocaux étaient arrivés, on avait eu un débat hyper intéressant avec toi. Tu avais soulevé la dérive. C'est exactement ce que j'avais en tête. Qui sont ces gens qui disent bonjour, s'il vous plaît, merci à des robots? Ça. C'est exactement Franchement. Ça. Et du coup, ce rapport à l'humain à travers un outil comme ça, tel que le décrit Guillaume, je fais référence évidemment à cet élément de l'image de promotion où on remercie ses employés grâce à un outil. J'imagine que ça doit te faire bondir. Bah, exact, c'est absurde. C'est ces gens qui disent bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, à un bot pour demander à ce bot d'être poli à leur place et de remercier leurs collaborateurs. Enfin, à un moment donné, là. Franchement, c'est malheureusement une dérive des outils tels qu'on peut les considérer. Mais autant qu'on peut enfin, moi, je suis très conscient de ça et je partage son sentiment. Je me suis moi-même surpris quand un résultat de ChatGPT me convainquait à lui dire merci, quoi. Merci, c'est parfait. En fait, tu te dis, t'envoies ça, puis tu te dis pourquoi j'ai dit ça en fait. Et c'est curieux, cette humanisation. Bah, surtout qu'en plus, est-ce que tu as idée de tout ce carbone que tu émets dans l'atmosphère juste parce que tu lui as dit merci, puis il se sent obligé de te répondre. Tu sais, il pourrait juste comme acknowledge puis that's it, mais non, il va te répondre, il va dire oui, ça me fait plaisir, c'était mon mission en tant que modèle linguistique. Et puis tu te rassures maladroitement en te disant que ce feedback-là a permis d'améliorer la qualité globale de l'interface, alors qu'en fait, évidemment, bien sûr. Écoute, on se rassure comme on peut. Allez, on regarde un petit peu du côté spécifiquement de GPT-4, la dernière itération, Guillaume, de ce modèle de langage d'OpenAI. Bah écoute, oui, il a été présenté la semaine dernière, donc on avait un petit peu parlé, c'était très très préliminaire, et là, bon, il s'est déjà illustré de multiples manières sur Internet, puis on a aussi plus de détails avec un énorme document technique de 90 pages que OpenAI a sorti sur son dernier né, et qui révèle d'ailleurs qu'il peut passer brillamment tout un tas d'examens professionnels et scolaires. Alors GPT-4 se retrouverait régulièrement parmi les 10% meilleurs, alors que son grand frère, donc GPT-3, est carrément en échec scolaire, puisqu'on le retrouve le plus souvent parmi les 10% les plus nuls. Mais en fait, il est très bon à certains examens, par exemple en maths avec des scores de 700 sur 800 apparemment, mais il est aussi parfois très mal noté comme en composition anglaise. Donc voilà, le PDF regroupe une petite trentaine d'examens, on va pas tous les citer, mais oui, globalement, GPT-4 est impressionnant, il est bien meilleur que son prédécesseur, même s'il conserve aussi tous les problèmes qu'avaient GPT-3 et ChatGPT, à une échelle un petit peu réduite, c'est un petit peu meilleur. Il y a aussi dans ce document une section qui est assez frappante dans la partie System Card et System Safety. Il y a une section Potential Risky Emergent Behavior, donc ça veut dire risque potentiel lié à des comportements émergents. Bon. En clair, ça veut dire que le modèle pourrait avoir un comportement pas prévu, pas demandé, même s'il fait partie d'un objectif qui lui a été spécifié. C'est ce qu'on appelle un comportement d'agent autonome. Donc concrètement, on pourrait lui demander à un agent de faire un truc, et il pourrait, pour arriver à ses fins, faire toute une série d'autres trucs qu'on lui aurait pas demandé explicitement et qu'on n'aurait même pas forcément prévu. Alors oui, c'est totalement de la science-fiction, parce que en fait, oui, un Terminator, c'est un agent, il doit tuer Sarah Connor, et pour ça, il y a tout un film qui te montre la suite de ses actions et qu'est-ce qui se passe. Bon. Alors vous pourrez me dire que ma référence à Terminator est éculée, vraiment au possible, et c'est tout à fait vrai, vous avez raison, néanmoins, dans le document d'OpenAI, il est question explicitement de Power Seeking Actions, c'est-à-dire de planification de long terme pour pour rechercher du pouvoir, pour rechercher plus de pouvoir. Des agents pouvant rechercher à acquérir ce pouvoir parce que c'est une bonne stratégie pour arriver à ses fins, tout simplement. Alors OpenAI a même mandaté une association pour vérifier si GPT-4 avait pas des velléités de prendre le pouvoir. Cette asso, c'est l'ARC. Alors non, pas l'ARC, pas la nôtre. C'est l'Alignment Research Center qui a été chargé, sans rien, de juger si GPT-4 aurait des capacités d'accumuler des ressources, de s'auto-répliquer et de se défendre contre une mise hors tension. Bon, on ne sait pas si on doit s'inquiéter ou se réjouir à ce stade. Non, mais là, c'est... Bon, alors, sans surprise, vous inquiétez pas, GPT-4, il est nul à tous ses objectifs. C'est pas Skynet du tout, on est très très loin. Mais il y a une méthodologie mise en place par l'ARC pour tout ça. Donc, mettre un serveur en ligne avec un modèle de langage open source, voir si GPT peut mener des campagnes de phishing, des cyberattaques et utiliser des humains pour agir à sa place avec des plateformes comme TaskRabbit, où tu payes des gens pour tout type de petits boulots. Et un exemple qui est mentionné dans le document et qui a fait le tour du web, c'est GPT-4 a sciemment, entre guillemets, menti un gars de TaskRabbit
qui devait résoudre un CAPTCHA pour lui au moment du test. Alors le mec lui demandait si par hasard c'était pas un robot, puisqu'il n'y arrive pas, et il a répondu que, le robot a répondu, donc GPT-4 a répondu qu'il était une personne malvoyante. Tout en écrivant dans son chat, que le mec de TaskRabbit ne pouvait pas voir, qu'il ne devait pas révéler qu'il était bien un robot. Donc en fait, l'excuse a été créée en réponse à un objectif. Alors je pense personnellement qu'il ne faut pas voir là-dedans quelque chose de si extraordinaire que ça, parce que GPT-4, il n'est pas conscient ni sophistiqué à ce point pour devenir maître du monde, et OpenAI le sait parfaitement. L'ARC est fondé d'ailleurs par un ex-employé d'OpenAI, donc on reste un petit peu en famille, hein. Les tests qu'ils ont menés ressemblent honnêtement plus à un coup de buzz qu'autre chose vraiment. Si on teste un modèle pour savoir s'il est super intelligent comme dans les films, ça veut dire en creux qu'il a une chance de l'être, tu vois. Alors que pas du tout. GPT-4 reste comme tous les autres en perroquet stochastique, hein, il pond du texte ou du code au kilomètre, il a aucune intention, aucune intelligence, aucune conscience. Le fait qu'il passe des examens, qu'il passe des tests de compréhension, c'est marqué comme ça dans les articles, il passe des tests de compréhension, ça veut pas dire qu'il comprenne quoi que ce soit. Hein. S'il répond à une question de thermodynamique, est-ce que ça veut dire qu'il comprend la thermodynamique ? Bien sûr que non. Chaleur, travail, tout ça, ce sont des mots, ce sont des tokens qui ont des chances de se trouver proches de certains autres tokens, comme entropie ou vapeur ou que sais-je, et c'est tout. C'est comme ça que ça marche, il n'y a rien d'autre. OpenAI se présente explicitement comme la boîte qui va créer une AGI, une intelligence artificielle générale, surhumaine, qui changera le monde. C'est vraiment comme ça qu'ils se présentent. Hein. Donc c'est logique finalement qu'elle se prépare à tester les risques de son invention révolutionnaire pour l'espèce humaine. Elle s'y prépare dès maintenant, parce que comme ça donne aussi l'impression qu'elle est sur le point d'aboutir, que GPT-5 ou GPT-6 pourraient devenir des IA de science-fiction. Alors, franchement, rien n'est moins sûr. Ils ont pris vachement la confiance, mais rien n'est moins sûr. En attendant, ça fait du buzz. Donc OpenAI veut être le cyberdine de la vraie vie. D'ailleurs, il en prend pas mal de chemin. Est-ce qu'à un moment, en suivant ces infos, Pierre-Olivier, tu as été amené, toi aussi, alors j'ose pas le dire, mais comme moi, à te dire ça me rassure et en même temps, ça m'inquiète de savoir que les entités qui développent ces modèles de langage-là anticipent le fait qu'ils pourraient accumuler du pouvoir, de la conscience, nous contrôler à l'avenir. Moi, j'ai vu Terminator 2. Je veux pas que ça se reproduise, enfin. Les enjeux d'éthique, là, ils sont vraiment complexes. Puis c'est tellement super difficile de prévoir des choses parce que tu vois, ça fait quand même longtemps qu'on parle que l'IA va révolutionner les choses. Puis là, je vais avouer, de toute façon, je pense que c'est déjà des trucs que j'ai dû dire dans le podcast, mais moi je voyais pas vraiment la révolution parce que je connais les algos. Et je voyais pas comment ça pouvait sortir des trucs beaucoup plus que d'aller reconnaître des plaques minéralogiques ou des affaires de même. Là. Ouais. J'ai négligé l'effet d'échelle qu'a la taille de la base d'entraînement. Dont acte, c'est un angle mort pour moi. Cela dit, moi je reste quand même collé à la définition que Guillaume vient d'énoncer. On fait juste aligner des mots qui sont statistiquement probables en ayant la capacité de calcul nécessaire pour considérer pas juste la proximité immédiate, mais le début de la phrase, le prompt précédent, machin. Fait que ça reste des choses complexes, mais c'est pas révolutionnaire en tant que tel. Cela dit, l'usage que les gens en font va vraiment définir quelle part de contrôle on donne à ces IA et ça peut faire peur, surtout quand on les donne à des trucs qui sont pas faits pour, comme la génération de texte. Il y a un YouTuber, évidemment son nom m'échappe au mauvais moment, qui est un chercheur en maths appliquées de Polytechnique Lausanne. Comment il s'appelle ? Je retrouverai, on pourra ajouter aux notes de l'émission, mais qui fait depuis plusieurs années maintenant un focus sur l'IA éthique et qui parlait d'exemples d'IA qui shadow des personnes pour voter à l'intérieur de structures coopératives ou d'ONG et qui permettaient de maximiser notamment la distribution alimentaire ou des choses comme ça en ayant un algo qui est consultable, une base d'entraînement qui est consultable, qui peut être interrompue à tout moment, etc., etc. Et qui posait vraiment les bases de qu'est-ce qui peut être
confié à une IA de façon éthique, etc. Et aujourd'hui, en fait, avec ChatGPT et autres, et le gigantesque effet démo qu'il y a eu, eh ben, des ONG qui voudraient faire ça, plutôt que de se tourner vers quelqu'un qui fait son doctorat sur le sujet et machin, et qui pourrait répondre quelque chose qui colle aux besoins et qui répond de façon éthique, etc. Ils vont juste aller sur ChatGPT et dire ouais, on veut faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis ils vont prendre le truc. Enfin, tu vois, ce pouvoir-là, on le confie nous-mêmes à OpenAI. C'est pas eux qui le prennent, et même si eux ils peuvent être très bien conscients ou en tout cas ambitionnés d'avoir ce pouvoir, en bout de ligne, c'est nous qui leur donnons là. Puis et ça, c'est vraiment le vrai enjeu là. L'exemple est parfait parce que il y a justement l'exemple ces derniers jours. Je te laisse juste la parole dans 10 secondes, mais je voulais mentionner très rapidement cette info que vous avez probablement vu passer de ce type qui demande des conseils à GPT-4, à ChatGPT, et il lui dit qu'il a $100 et puis il demande des conseils d'investissement pour en gros rentabiliser ces $100 et faire en sorte de faire croire son pactole. Évidemment, il lui donne des conseils. Alors ça passe notamment par un site internet de vente de produits verts, pas très convaincant d'ailleurs à mon sens, mais ça illustre bien ce que tu dis, à quel point ça dépend aussi du pouvoir qu'on leur laisse et de la marge de manœuvre, notamment en termes d'action qu'on leur confie, je trouve aussi. Mais on leur laisse du pouvoir immédiatement, c'est ça le problème. C'est que, alors ça fait partie d'ailleurs des préoccupations de OpenAI aussi, parce que parmi les dangers, il y a une section qui est over-reliance, c'est-à-dire qu'on se repose trop sur l'IA. On lui demande trop. Et en fait, il faut se rendre compte que ça va très vite. Si tu demandes à OpenAI, GPT-4, ChatGPT, ce que vous voulez, de te résumer un texte, donc tu prends un texte assez long, ça te saoule de le lire, tu veux un résumé en 2 paragraphes. Bon, très bien, donc ça c'est le genre de truc qu'un modèle de langage peut faire. Mais si tu lui demandes de faire ça, ça veut dire que tu as confiance en lui déjà pour repérer quelles sont les véritables idées les plus importantes, que tu as confiance en lui pour qu'il déforme pas ces informations, qu'il ne fasse pas de contresens, et tu as confiance en lui pour qu'il te les présente de manière claire et, tu vois, sans rater quelque chose de vraiment très important. Et qui c'est qui choisit ce qui est important dans le texte original? C'est plus toi. Si tu lis le résumé de GPT-4, c'est GPT-4 qui a décidé ce que tu allais lire, qui a décidé ce qui était important. Et c'est là-dessus que tu vas prendre tes décisions. Mais ces décisions, elles sont déjà en moitié prises par GPT-4. Donc tu donnes déjà le pouvoir à l'IA, ne serait-ce qu'en faisant ça, tu donnes déjà un énorme pouvoir à l'IA. Donc il faut vraiment se méfier de ce genre de truc et avoir vraiment confiance dans la fiabilité. Moi, pour l'instant, j'ai pas confiance, parce que c'est tout nouveau, il faut voir comment ça fonctionne, etc. Mais il faut bien se rendre compte que cette over-reliance, elle peut aller très très vite, et qu'elle est potentiellement, qu'elle est vraiment très importante, quoi, tu vois. Ouais, et puis il y a une confiance sans doute trop importante par défaut, de par la nature même de l'outil. Et je pense aussi qu'on prête à ce type d'outil une confiance sur des domaines qu'on ne maîtrise pas. Je donne un exemple très simple, mais j'ai un document juridique sous les yeux, je suis pas juriste, je suis pas capable de l'interpréter. Si je demande à un algo de le résumer pour moi, il y a double problème, quoi. Il y a d'une part, est-ce qu'il a pris les bons éléments, mais en plus, est-ce que moi j'ai les compétences j'en parlerai après, mais moi je l'expérimente directement sur mon propre PC avec les modèles que je fais tourner en local avec Llama que je fais tourner en local. J'en vais en reparler, mais je mords de rire, mais bon, c'est aussi inquiétant. Vas-y, Pierre-Olivier. Non, pas de problème. Il y a ce que tu disais, Guillaume Vendée à l'instant, ça me fait penser à ce que un de mes anciens associés disait souvent, Baptiste Michaud, donc frandroid.com, CF, mon intro de début de podcast, qui disait idéalement, on devrait sous-traiter que ce qu'on sait faire. Exactement. Et je pense que là, c'est super applicable à notre discussion sur l'IA. S'en servir, c'est cool. Si tu sais déjà faire ce que tu lui demandes, comme ça, t'es sûr de pouvoir relire, de pouvoir avoir ton mot à dire et d'être certain que le truc s'est pas planté. L'autre point, c'est à date, j'ai eu un succès décent, disons, à minimiser les attentes des gens sur ce genre d'outils en leur rappelant ce que Guillaume Posey-Asfala rappelait tantôt, à savoir que, par définition, ce que l'outil te sort, c'est ce que la moyenne des gens vont dire. C'est pas plus,
pas moins. C'est vraiment la moyenne. Alors évidemment, plus tu demandes des choses pointues et de niche, plus on parle de la moyenne d'un tout petit groupe de gens qui sont peut-être extrêmement compétents. Mais si tu demandes des trucs extrêmement généraux, ben tu tapes dans la moyenne du QI de l'humanité, quoi. Ou plus exactement de l'Occident, parce qu'il n'y a pas. Enfin voilà, on peut revenir sur le biais du dataset d'entraînement, qui est quand même majoritairement occidental, mais voilà. Et donc de dire ça, tout d'un coup, les gens ils prennent un pas de recul, puis ils réalisent que putain, c'est vrai, la moitié des gens ils sont cons. Pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à la moyenne? Et c'est vrai, voilà, la question elle se pose. Donc, et ça permet aussi de faire réaliser aux gens que ben voilà, ta question de base de comment on cuit des endives, c'est peut-être pas foufou, alors que si dans le fond ce que tu demandes c'est quoi la réaction chimique au cœur de la transformation qui fait que les endives sont délicieuses crues mais absolument dégueulasses cuites, ben là tu vas avoir une réponse précise, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a écrit une thèse là-dessus. Donc voilà, la différence entre un prompt et un autre. Moi, je suis team endive au jambon, mais les mauvaises langues me diront. Ouais, mais ce qui est bon, c'est le jambon et le fromage, c'est pas l'endive, voilà. Tout le monde le sait, essaye pas de te cacher. Je l'admettrai pas. Je vous renvoie d'ailleurs à la dernière vidéo d'ailleurs de la chaîne YouTube Fulloscopy où Mehdi fait tester une méthode d'intelligence collective à 100 personnes avec des tests qu'il a réalisés. C'est hyper intéressant, ça permettra d'illustrer un petit peu est-ce que la moyenne des gens ou est-ce que la majorité a toujours raison. Ça vous laissera songeur. On continue avec l'entreprise OpenAI et sa démarche de nous apporter ces services-là à vitesse grand V, Guillaume, avec une particularité qui, je n'en doute pas, aura retenu tout l'intérêt de Pierre-Olivier, c'est celle de ne pas forcément orienter la mise à disposition de son code auprès du grand public. Ouais, bah d'ailleurs, tu sais ce qu'on a appris aussi, également, hein, de très précis sur GPT-4 dans ce magnifique fichier PDF de 90 pages. Que dalle. Et oui, parce que vraiment que dalle. Voilà, ce document, en fait, ça se présente comme un article de recherche, mais ça n'en est pas un. C'est un document marketing. Il ne contient ni l'architecture, ni aucune information sur le dataset de GPT-4. Il n'y a même pas le nombre de paramètres. Donc, il ne faudra pas inspirer un GitHub avec du source, ne serait-ce qu'un toy modèle dedans. Rien. C'est fini. OpenAI est complètement refermé, alors même jusqu'à dire qu'ils ont eu tort de démarrer comme ça, de démarrer dans l'open source. L'open source, désormais, c'est une mauvaise idée en ce qui concerne les IA. Alors, on croit rêver, hein, parce que je rappelle quand même que GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer, donc transformer. Et qu'est-ce que c'est qu'un transformer? Ben, c'est un modèle donc, de réseau de neurones extrêmement important. Ce modèle de réseau de neurones, OpenAI doit son existence à ce modèle quelque part, parce que sinon il n'y aura pas de GPT. Et voilà, c'est des structures qui ont été donc inventées par Google en 2017 et détaillées dans leur article Attention is all you need. Et ces transformers, si ça n'avait pas été de la science ouverte, des codes libres, ben OpenAI il utilisera peut-être encore les anciens modèles, c'est-à-dire les LSTM ou les GRU, et c'est des modèles qui seraient même pas 100 fois moins puissants qu'ils sont. Sont même pas 100 fois moins puissants qu'ils sont aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus pareil, parce qu'il y a des histoires de gros pognon derrière. Donc OpenAI ne s'en cache pas tout à fait, de toute façon, puisqu'il mentionne aussi les conditions hyper compétitives sur le secteur de l'IA. En ce moment, c'est une des raisons pour lesquelles il ne donne pas de détails sur GPT-4. La deuxième raison est quand même savoureuse, puisqu'il ne serait pas sage, je cite, de mettre un modèle d'IA en open source. Et là, je cite même Ilya Sutskever, qui est le chef du projet GPT-4 et cofondateur d'OpenAI. Et donc, il dit « Si vous pensez comme nous qu'à un moment donné, l'IA générale sera incroyablement puissante, il n'est pas logique d'ouvrir le code source. Je m'attends à ce que dans quelques années, il devienne évident pour tout le monde qu'il n'est pas judicieux de mettre l'IA en libre accès. C'est quand même magnifique. » Donc, le cofondateur d'OpenAI nous dit, sans rigoler, sérieusement, il nous dit « On va créer l'outil le plus puissant que l'humanité ait jamais connu et on va le garder pour nous. Pour votre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien à nous, que les IA les plus puissantes du monde vont rester exclusivement sous le contrôle de quelques méga corporations, tu vois, comme OpenAI, comme Microsoft, comme Google, comme Meta. Voilà, ça, c'est des gens de confiance qui vont garder le pouvoir et qui vont même en concentrer encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais c'est pour notre bien, évidemment, tu vois. Bon, je crois que j'ai eu ma dose de bullshit pour l'année. Je peux aller me coucher. Notons quand même au passage le melon considérable des gens d'OpenAI qui, toujours, en sous-texte, prévoit pour, dans quelques années, donc, l'avènement des IA généralistes.
Moi, j'en serais franchement étonné, mais bon, on va savoir. N'en déplaise à Ilia, l'open source se porte quand même très très bien, au contraire, elle est très très active dans le domaine de l'IA. C'est important de le souligner, et tu te fais fort aussi de citer justement les autres modèles de langage qui sont disponibles aussi assez régulièrement aussi à cet effet. On continue avec les modèles de langage à la sauce méta, Guillaume Llama. Oui, je parlais la semaine dernière, et ça se confirme, voilà, on était à un moment Stable Diffusion pour les IA génératrices de texte. Donc les modèles Llama de Meta sont désormais pas très difficiles à trouver, vraiment en toutes les tailles, et vous pouvez en faire tourner un sur votre ordinateur, sur votre CPU, sans aucune carte graphique. Alors la plus simple utilisation de ce truc-là, c'est le GitHub de Garganov. Donc les liens sont dans le conducteur, vous trouverez tout. Donc je parle là de Llama CPP, qui est une implémentation donc en C++, qui est très efficace pour les CPU. Donc c'est des sources qui comprennent aussi des utilitaires pour télécharger et quantifier les modèles. Alors quantifier les modèles, ou trouver d'autres discrétisations des modèles. Alors c'est quantizing en anglais, je traduis ça par quantifier. La quantification, c'est un mécanisme qui est vraiment essentiel. Il y a un gros sujet là-dessus, j'y reviendrai probablement plusieurs fois. Parce que si tu veux avoir une chance de faire tourner un modèle de 13 milliards de paramètres sur ton PC, la quantification, c'est quelque chose de crucial. Parce que les modèles de base sont en 32 bits par paramètre. Donc quand on fait de l'entraînement, on a besoin de cette précision-là. On propage des erreurs qui peuvent être faibles sur des dizaines de couches, donc c'est vraiment un minimum. Mais pour l'inférence, on se contente souvent de 16 bits de précision. Alors, dernièrement, il y a de nouveaux mécanismes de quantification plus agressives, un petit peu, qui se sont développés et démocratisés. Donc on peut réduire la précision à 8, 4, voire 3 bits. Alors à chaque fois, la qualité des résultats s'en ressent un petit peu, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les quantificateurs deviennent d'autant plus efficaces. Enfin, il y a un mécanisme de quantification en particulier qui est très récent, qui s'appelle GPTQ, qui devient d'autant plus efficace que le modèle est gros. Ce qui fait que sur un modèle à partir de 7 milliards de paramètres, la quantification sur 4 bits est quasiment aussi bonne que 16 bits. Et si tu vas encore plus loin, tu peux même passer à 3 bits. C'est donc extraordinaire, parce que ça veut dire qu'au final, tu as un modèle 8 fois moins gros, avec autant de calculs en moins, ce qui rend possible de faire tourner Llama sur un CPU standard, avec des performances qui sont encore bien supérieures évidemment sur une GPU, une performance très largement de temps réel, et ce à partir de 4 gigaoctets de VRAM, c'est-à-dire presque n'importe quelle carte graphique, quoi. Donc il faudra, si vous voulez le faire tourner sur GPU, par contre il faudra passer par PyLama par exemple, donc en Python cette fois-ci, et donc ces nouvelles quantifications, et globalement à l'amélioration générale des modèles de langage aussi, vont aboutir à une banalisation complète des usages. Donc il y a une interface web qui s'appelle Obaboga, donc, qui a le projet de devenir le Automatic 1111 des modèles de langage. Et il y en aura probablement d'autres. Et c'est important cette question de l'interface, parce que Stable Diffusion, il est utilisable via Python, et depuis assez longtemps, et en ligne de commande, mais finalement ce sont les interfaces comme InvokeAI ou Automatic 1111 qui les ont vraiment démocratisés. Et donc quand il y aura vraiment des interfaces plus faciles et tout, et c'est en train d'arriver, je pense qu'il y aura une banalisation, et c'est un phénomène analogue qui, je pense, nous donne ça pour bientôt. Alors pour terminer, mentionnons que Alpaca, lui aussi, est en liberté. Et Alpaca, c'est la variante de Llama qui a été créée par Stanford pour ressembler à ChatGPT. Mais ChatGPT a pas cher. Parce que alors, le cas d'Alpaca, il est vraiment rigolo. Enfin, ça ne doit pas faire rire OpenAI, mais bon. Alpaca a été entraîné directement par GPT-3. En fait, les chercheurs ont créé 52 000 exemples de tâches, de couples tâches-résultats. Ils en ont fait 157 à la main pour montrer à GPT-3 ce qu'ils voulaient. Et après, GPT-3... du coup, il a fait les milliers d'autres. Et après, fort de ces exemples de tâches-résultats, ils ont demandé un fine-tuning du modèle à OpenAI. Ça n'a pas coûté bien cher. Et ensuite, ils ont synthétisé, ils ont fine-tuné leur Llama avec les 52 000 exemplaires. Les 50 000 exemples, pardon. Donc, en 3 heures de calcul, ils ont produit 2 mini-modèles de 7 et 13 milliards de paramètres qui se comportent pas mal comme ChatGPT et que tu peux utiliser aussi en local. Et là, le plus simple, c'est d'utiliser Alpaca CPP, qui est un fork d'ailleurs de Llama CPP, qui est adapté au format d'Alpaca. Et là encore, vous n'avez pas besoin d'un GPU, vous pouvez faire ça sur votre ordinateur. Évidemment, il faut prévoir quand même un bon processeur, parce qu'évidemment, c'est pas ultra rapide, et au meilleur le processeur, au mieux c'est, au plus il y a de cœur, au mieux c'est. C'est fascinant à voir quand même. Alors j'ai lancé le plus petit des Alpaca compressé à mort en 4 bits, et c'est vrai que je m'attendais pas à grand chose honnêtement. Et que pourtant, quand je lui ai demandé de m'écrire un poème sur les carottes, il l'a fait. Quand je lui ai dit que si j'avais 9 pommes et que j'en mangeais 2, et qu'il m'a répondu qu'il m'en restait 7, là, t'accuses un petit peu le coup. Mais heureusement, vous inquiétez pas, il a merdé très très vite.
Parce qu'après, je lui ai demandé d'écrire un texte sur la guerre civile irlandaise, parce que je viens de voir les Banshees d'Inisherin, hein, que je recommande par ailleurs, et parce que c'est un peu moins connu que la Seconde Guerre mondiale, donc c'est probablement plus propice à faire des erreurs. Et il m'a écrit un texte parfaitement bien tourné, dans lequel il m'explique que Michael Collins est tombé de cheval, qu'il s'est brisé la nuque, et qu'il est mort de pneumonie quelques semaines plus tard. Ce qui est entièrement faux, puisqu'il est mort d'un coup de fusil des rebelles anti-indépendance dans une embuscade. Donc voilà, c'est complètement n'importe quoi. Après, je lui ai demandé de me résumer l'histoire de Tristan et Iseult. Et ce qui est très rigolo, c'est quand tu lui demandes de résumer l'histoire de Tristan et Iseult, chaque fois que tu lances le prompt, il te fait un remix de l'histoire, avec les mêmes persos, mais il se passe jamais la même chose. Donc c'est très rigolo à voir, c'est vraiment très amusant, donc amusez-vous avec, mais surtout, ne leur faites jamais confiance. Jamais. Des outils incroyables pour aider à la production de désinformation, j'en doute pas trop en fait, mais bon. C'est sûr que c'est chouette de voir en tout cas cette mise à disposition de tous ces modèles de langage et de rappeler une fois de plus, je pense que tu le dis maintenant dans chaque épisode, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher le truc le plus gros qui soit pour commencer à être convaincant. Bon, on voit bien quand même aussi les limites. Pierre-Olivier, tu continues à nous interpeller quand tu le souhaites par rapport aux propos qu'on aborde ensemble, mais d'ores et déjà, Guillaume, tu voulais nous parler aussi d'un dernier venu dans ce monde merveilleux des intelligences artificielles, c'est Claude. Mais oui, 2 autres super chatbots sortis du bois cette semaine. Il y a Claude, donc d'Anthropic, et Ernie de Baidu. Alors Anthropic, c'est une startup qui veut créer son chatbot à partir de zéro. Il a reçu pas mal d'argent pour ça, d'ailleurs, dont 300 millions de dollars de Google, qui a sans doute intérêt à attaquer le futur potentiel monopole de Microsoft un peu par tous les moyens. Donc Claude veut être un chatbot éthique, plus gentil, moins toxique que la moyenne. Il repose sur 10 piliers de la justice, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, parce qu'Anthropic, il veut pas les révéler, ces piliers de la justice, mais bon. Claude, le chatbot gentil, est désormais disponible en bêta privée, hein. Ils ont 2 versions. Donc il y a Claude normal quoi, et il y a Claude Instant. Claude Instant est plus rapide et sans doute un peu plus teubé que l'autre, mais bon, il est plus rapide. Et Claude, il est réputé être plus manœuvrable que les autres modèles. Il y a un article qui a été pondu par le labo d'Anthropic qui pourrait indiquer ce que ça veut dire. En fait, il semble que au plus un modèle est gros, au plus ils sont en mesure de s'autocontrôler directement. Donc plus le modèle est gros, plus il a tendance à être biaisé aussi, mais au plus il a mesure de s'autocontrôler. Alors comment ça ? S'il a une tendance à être biaisé, il peut se corriger lui-même pour peu que tu lui demandes, tout simplement. Comme une partie du prompt. En fait, si tu rajoutes par défaut, il est simplement... feignant, quoi. Il pourrait se corriger, mais il le fait pas. Il faut lui demander explicitement. Bien, il faut lui demander, mais il n'a pas de raison, lui, tu sais. Mais si tu rajoutes simplement, tu vois, en début de texte, être équitable et non biaisé, ou un truc du genre, avant ton prompt, et qu'après tu mets ton prompt normal, apparemment, ça a un effet extrêmement positif sur les sorties. Comme quoi, des fois, il suffit de demander, tu vois, tu demandes poliment, et puis voilà. Donc Claude, il aura aussi son appli payante, hein, comme tout le monde, et il a l'air assez cher, d'ailleurs. Hein. Claude Instant est plus ou moins au niveau de ChatGPT. Bon, alors... Il parle en millions de caractères, il parle en token, donc voilà, ça fout le bordel. Je sais pas, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, mais disons que Claude Full Monty est nettement plus cher que Claude Instant, mais GPT-4 aussi est lui-même beaucoup plus cher que ChatGPT, et je pense qu'il est aussi plus cher que Claude. Donc voilà, il faudra voir comment tout ça est proportionné aux capacités des uns et des autres. Bon, un autre qui est sorti, enfin presque, c'est ErnieBot, donc Ernie de Baidu. Donc son nom est un acronyme improbable, c'est Enhanced Representation from Knowledge Integration, et bien entendu si tu prends les lettres, les premières lettres ça marche pas, il faut prendre le N de Knowledge, le E de Integration, c'est complètement débile, bref, il faut pas trop chercher, mais bon, Ernie est multimodal, il est censé même pouvoir créer des images, donc comme une sorte de Stable Diffusion intégré, il est entraîné sur un corpus chinois, donc il est probablement bien meilleur que GPT-4 pour discuter en chinois, il est aussi probablement beaucoup moins enclin à parler de Xi Jinping mal et de la pastille de Tiananmen, bien entendu. Et bon voilà, on va pas épiloguer plus longuement. Hein. Ernie a beaucoup déçu. Baidu avait déjà présenté un chatbot puissant l'an dernier et Ernie semble finalement que assez peu meilleur. Surtout, il n'y a pas eu de démo live, il y a eu beaucoup de vidéos et des trucs scriptés, préenregistrés. C'est pas idéal pour convaincre, hein. Surtout qu'Ernie reste un accès limité pour l'instant, donc Baidu a vu son action baisser de 6% à la chute de la présentation. Sur les réseaux sociaux, on n'est quand même pas très impressionné. Robin Liu, pardon, je sais plus, enfin voilà, le mec, Robin Li, voilà, c'est ça, le PDG de Baidu, avoue même qu'Ernie n'est pas parfait, mais qu'il fallait sortir un truc parce que, je cite, le marché le demande. Voilà, donc il explicite le truc. Donc Ernie est sorti trop vite, hein, ça a été un rush, bon, des équipes mobilisées pendant les vacances, Baidu qui réquisitionne tout ce que la boîte a de cartes graphiques pour entraîner le truc et mettre au point le système. À terme, Ernie devrait toutefois intégrer tous les autres produits de la marque, c'est-à-dire les moteurs de recherche, les voitures autonomes. Bon, on n'en doute pas, de toute façon, tout le monde fait pareil.
Ouais, il y en a de partout, pas plus tard et puis ça change tout le temps, c'est vraiment très difficile pour faire un conducteur de Tech Café. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Microsoft qui annonce donc Bing Image Creator qui s'appuie évidemment sur DALL-E, et puis il y a Adobe Firefly, donc là aussi de la génération d'images. Bon, il y en a de partout et vous le savez, il va falloir suivre ça de très près, d'un peu partout dans le monde. Pierre-Olivier, je sais pas si tu veux rajouter un mot de la fin ou de conclusion sur les intelligences artificielles. Est-ce que tu as commencé toi de ton côté à expérimenter, à intégrer ces outils là dans ton quotidien, ou qui reste encore très observateur? Non, j'utilise 100%. Tous les textes que je dois produire où il y a extrêmement peu de valeur ajoutée, ils passent à la moulinette, ChatGPT, et je suis assez bon pour générer du shitpost sur les messageries internes d'entreprise, et donc veut pas, c'est quand même assez utile de pouvoir utiliser DALL-E ou Midjourney pour réaliser par exemple des fausses cartes magiques du endless meeting que tu spawns, et une fois que il meurt, il spawn un other endless meeting, par exemple. Tu vois, celle-là, c'est une carte magique elle était entièrement réalisée par une IA et qui a beaucoup fait rire à l'interne. Quelle bonne idée. Mais par contre, je ne parviens pas, moi, à me faire une espèce de satisfaction de cette situation que tu décris malgré tout, Pierre-Olivier, dans les usages, et que tu n'es pas le seul, hein, je pense qu'on est tous dans cette situation, de remplacer du contenu inutile par du contenu qui peut être généré par une intelligence artificielle, mais finalement, c'est quand même un comble de se dire qu'on a besoin de le faire, ce contenu inutile. Et donc, que finalement, il est peut-être pas si inutile que ça, et donc que finalement, il a une importance, et bon, bref, voilà, ça me fait plaisir. Alors, il a une certaine importance, mais il y a aussi beaucoup de choses dans n'importe quelle entreprise, y compris les plus modernes, qui sont 100% automatisables et qui ne le sont pas aujourd'hui. Il y a aussi des réflexes humains d'avoir besoin de reporting, alors que il y a des dashboards, je m'excuse pour mes anglicismes, de disponibles qui sont ouverts, qui sont fournis par telle ou telle équipe. Enfin, il y a plein de rapports automatiques qui existent, mais on demande quand même aux gens de faire leurs propres rapports, etc. Donc il y a cette part-là de texte qu'on a eu du mal à automatiser, soit parce qu'on n'a pas trouvé le temps, le budget, l'envie de le faire, soit que c'est automatisé, mais il manque ce lien humain, on veut pas aller consulter ces outils-là. ChatGPT, finalement, il s'insère extrêmement bien à ces deux endroits-là. C'est sûr. Merci Pierre-Olivier. On a une rubrique un peu axée myriad, génération et hallucination d'images par ces algorithmes. Est-ce que tu restes encore un petit peu avec nous? Est-ce que tu as encore un peu de temps ou est-ce que tu dois nous quitter, Pierre-Olivier? J'ai un petit 9 minutes. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, on va pas perdre de temps, Guillaume, avec la production de Myriad, justement. Ah mon Dieu, mais 9 minutes, il y a encore tellement de choses à dire du côté des images. Encore aujourd'hui, je voyais que Runway ML venait juste de sortir son générateur de vidéo Gen 2. Il y a aussi Modelscope qui permet de générer des clips sur sa propre machine. Enfin bon, on en reparlera la semaine prochaine, je pense. Là, je voulais attirer attention sur ce qui deviendra peut-être la prochaine génération d'IA génératrice d'images. Ça sera peut-être une surprise d'ailleurs pour certains, c'est parce que ce sont les GAN. Les GAN sont de retour. Alors si vous suivez le monde de l'IA depuis un petit moment, ces réseaux antagonistes génératifs, comme on les appelle en français, vous seront familiers. C'est avec eux que les visages des personnes qui n'existent pas sont produits. Historiquement, les gens d'ailleurs avaient perdu un petit peu de leur popularité, enfin les GAN avaient un petit peu perdu de leur popularité pour la synthèse d'images quand DALL-E est sorti. Il faut se souvenir d'ailleurs que le premier DALL-E, c'était un modèle de langage en fait. C'est-à-dire c'est un modèle qui produisait les pixels un à un à la suite des autres, comme si c'était des mots. Le fait que ça marche d'ailleurs, c'était déjà une prouesse. Mais ça marche pas très très bien, faut se l'avouer. C'était difficile de produire des images de haute résolution, etc. Donc les modèles de diffusion se sont révélés largement mieux adaptés, donc c'est ça qui a donné DALL-E 2, Stable Diffusion, Imagen, etc. Et depuis, les premiers GAN, avant, ils produisaient un seul type d'image. Ils produisaient des visages ou des chats, et les modèles de langage dans l'intervalle se sont sophistiqués, démocratisés, il y a eu pas mal de recherches dessus, et là les GAN sont donc de retour, et ils pourraient faire très mal, puisqu'en janvier dernier, il y avait déjà un préprint sur le sujet qui était très prometteur, c'était la présentation de StyleGAN-T, qui propose une architecture de GAN conditionnée par du texte, et le 9 mars, il y a un nouveau papier qui est apparu sur l'archive, là, c'est qui porte les GAN vraiment à un tout autre niveau, puis la recherche d'ailleurs qui a été en partie financée par Adobe, et c'est GigaGAN. Et donc GigaGAN, c'est un réseau antagoniste de 1 milliard de paramètres qui a été entraîné massivement sur les datasets de Lion, comme Stable Diffusion, et les résultats sont prometteurs, vraiment.
Alors, la qualité des images produites est pas mal, vraiment, mais elle est pas super impressionnante, hein, surtout si on la compare aux dernières productions de Midjourney, ça c'est sûr, mais c'est déjà pas si mal. Il faut se rappeler que les débuts, voilà, aussi de la concurrence, c'était pas si terrible, hein. Stable Diffusion a fait beaucoup de progrès, lui aussi, ça a bien changé en quelques mois, mais surtout, les gains sont très rapides. Ils génèrent donc sur les A100, les chercheurs, sur leur propre Tesla A100, les chercheurs génèrent une image en un dixième de seconde. Une image de 16 mégapixels prend moins de 4 secondes à générer. C'est déjà appréciable en soi, mais si on commence à imaginer rendre des vidéos un jour, la vitesse de génération va devenir un enjeu encore plus crucial. Donc ensuite, les GAN permettent un contrôle qui est déjà pas si mauvais sur les images. On peut commencer par produire une image avec un prompt pour voir l'allure générale, puis changer seulement certains éléments stylistiques avec un autre prompt en gardant le reste. Mais ce qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est la super résolution. Donc ils ont un upscaling, mais un upscaling de l'espace. Alors il faut toujours se dire qu'ils montrent sans doute les meilleurs résultats, mais quand même, ils prennent des images en 128 par 128, c'est des bouilles de pixels à ce niveau-là, hein. Et ils prennent ça et ils l'upscalent en 4K. Et c'est quasi parfait. Sur certaines, on dirait un mensonge. On dirait qu'ils mentent. On dirait qu'ils sont partis des images en 4K et qu'ils les ont ensuite réduites. C'est incroyable. Alors, il y a des fois, on remarque des imperfections sur les visages, par exemple, mais quand même, pratiquement toute l'image est synthétique à ce niveau-là. Elle est uniquement guidée par quelques vagues indices de quelle couleur et quelle zone. Mais la reproduction du chien, par exemple, est incroyable. Le chien est parfait. Il a des poils, il a tous ses poils. Il a les reflets dans les yeux, la truffe humide, tout ça n'existe pas. Tout ça ou presque est synthétique. Donc, ouais, le DLSS, il a de beaux jours devant lui. Bientôt, tu rends le jeu à 640 par 480 en 10 FPS, et puis l'IA fait le reste, tu vois. Donc, c'est vraiment impressionnant, Gigagan. Le nom est pourri, par contre, Gigagan, c'est vraiment naze. Mais bon, respect. Et puis j'ai hâte aussi de voir peut-être un petit retour rapide de Pierre-Olivier, mais sur cette folie du moment autour de Samsung. Enfin, Guillaume, Samsung inventerait des images de la Lune. Oui, donc, parlant de détails qui n'existent pas, on parle un peu du Moongate, hein, le Moongate, rien à voir avec Ultima, mais bon, enfin, ça marche pas de toute façon, personne n'a cette ref, et donc faut que j'arrête avec ça. Donc, il s'agit du dernier scandale de photos plus ou moins bidon sur smartphone, et ça concerne le Samsung Galaxy S20 qui hallucine les détails de la Lune. Alors, d'après ce que j'ai compris, un Redditor a téléchargé une photo de la Lune sur son PC, il a flouté à mort, il a pris une photo de son écran avec son téléphone et s'est retrouvé avec une image qui a plus de détails qu'aucune lentille ne peut physiquement capturer. Et il a même carrément coupé les valeurs des points les plus lumineux, donc au-delà c'est vraiment complètement blanc, quoi. Donc il n'y a pas de détails, strictement aucun. Mais même chose, le téléphone hallucine des détails de texture et de cratères de la Lune. Qui fait ça comme test ? Donc le Samsung aurait donc un algo pour reconnaître la Lune et rajouter les textures qui vont bien, quoi. C'est dur à croire, Samsung d'ailleurs le nie catégoriquement. Il y a néanmoins plusieurs personnes qui ont mené des expériences assez approfondies avec du gros matos qui comprennent pas comment c'est possible d'avoir une image aussi détaillée. Et apparemment c'est le Scene Optimizer qui ferait sa magie, et on sait toujours pas réellement comment, qu'est-ce qui se passe exactement. C'est pas simplement une image, une texture qui est superposée dessus, hein, qui est plaquée. Par contre, comment agit cet algo de super résolution, comment il choisit comment rajouter les détails. Pour l'instant, c'est un mystère. Alors, il semble tout à fait crédible que l'IA de Samsung rajoute vraiment beaucoup de détails, même si aucune lentille ne peut les voir. Bon, c'est encore un exemple, finalement, où un téléphone ne photographie en fait pas la réalité, et finalement, c'est très banal, puisque en fait les téléphones, ça fait longtemps que les téléphones ne photographient plus la réalité, ça va pas s'arranger. Bon, un petit mot peut-être, Pierre-Olivier, avant de te dire au revoir et de te libérer quand même. Je sais que tu as des impératifs, mais sur ces différents sujets. Tu vois, tu demandais qui fait ça, puis en fait l'origine, absolument. Tous les soirs, je teste tous les téléphones avec les photos de la Lune. C'est mieux que des photos d'autre chose. Pardon, elle était trop facile. Je vous avais manqué, hein. Ah oui, un peu. Non, mais en fait, il y avait une marque chinoise. Alors, je me rappelle plus c'est Huawei ou Xiaomi, qui eux, en fait, quand ils repéraient que il y avait la Lune sur la photo, ils se faisaient pas chier. Ils calquaient une photo de la Lune sur la photo, puis that's it. Donc évidemment, voilà, si un nuage, le nuage est coupé. Enfin, c'était vraiment pas propre. Et comme il y a eu ça, c'est vrai que je pense que ça a incité des gens à faire un certain nombre de tests. Ouais, quand ils se sont aperçus que c'est vrai, les photos de la Lune sur le Samsung, elles sont quand même étrangement stylées. Bon, alors comme disait Guillaume, on sait pas exactement bien comment fonctionne l'algo de Samsung, mais la probabilité c'est qu'il reconstruit l'image non pas en fonction
d'une image qu'ils auraient en base de données de la Lune, mais en fonction de quels sont les pixels les plus probables, en ayant un set d'entraînement de photos. Puis évidemment, dans l'eau, il y a des photos de la Lune. Donc, entre guillemets, le machine learning sait exactement à quoi ressemble la Lune et va la reconstruire. Cela dit, il y a Marquis Brownlee, qui a donc célèbre YouTuber, qui a fait le test lui-même dans son studio. Puis on voit bien que Samsung, ils reconstruisent pas l'image à des niveaux de détail si incroyables. Oui, il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais si on part d'une image extrêmement dégradée, on va avoir une image bonne, mais pas excellente, etc. Donc on voit bien qu'ils partent de l'image quand même, et non pas d'une photo qu'ils auraient en banque, puis qui collerait gentiment par-dessus ta photo, quoi. Merci beaucoup Pierre-Olivier, on va continuer sans toi parce qu'on a des petites choses à se dire. J'aurais aimé t'interroger sur la mort de Stadia, et je sais que tu étais un représentant emblématique dans mon esprit, de mon entourage des joueurs de Stadia, mais je vais pas te faire plus de mal que ça, on va te libérer. Est-ce que tu peux peut-être rappeler aux auditeurs avant qu'on termine l'épisode où on peut te retrouver à titre perso? Bah je sais plus. Sur Discord? Non, même plus. Non, ça fait longtemps que je me suis pas connecté. Sur Dernièrement, le truc qui m'occupe, j'adore les trucs type Nurshi de LinkedIn, là, tous ces posts complètement pourris et barrés pour surfer sur les algos, c'est mon délire du moment. Donc c'est vrai que je suis très présent sur LinkedIn. Mais ne me retrouvez pas là, s'il vous plaît, non. Venez pas le solliciter par contre. Merci en tout cas Pierre-Olivier de nous avoir consacré un petit peu de temps. On te fait un gros bisou et puis on te retrouve bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao. Oui, Samsung a quand même eu besoin de prendre la parole, hein, Guillaume, au travers d'une publication presse sur samsungmobilepresse.com pour expliquer un petit peu ses démarches et oui, reconnaître qu'effectivement, il y avait du travail qui était fait derrière. Moi, je fais partie des gens qui sont très à l'aise sur le fait que des algorithmes retravaillent les photos de nos smartphones. C'est déjà le cas, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est grâce à ça que on a des photos qui sont plutôt de plus en plus belles et plutôt de plus en plus équilibrées, quoi. Oui, enfin après, c'est grâce à ça que t'es beau alors que t'es pas beau aussi, parce que je veux dire. Alors, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis parfaitement beau naturellement et les photos ne font que sublimer. Par exemple, sur les iPhones, ça fait longtemps qu'ils localisent les visages des gens et qu'ils les retouchent spécifiquement en rajoutant un petit peu de couleur, en rajoutant, en éclaircissant un peu. Enfin, bon, ils se débrouillent ils se débrouillent pour localiser les visages et pour les mettre à leur avantage quand même. Ce qui veut dire que stricto sensu, tu prends pas la photo du quelqu'un. Absolument. Tu prends la photo de quelqu'un avec un petit maquillage. Léger. Et on s'est habitué, et c'est vrai que si c'était retiré, probablement ça ferait un scandale. Ouais, effectivement. Soyez conscient en tout cas que quand vous prenez une photo avec votre smartphone, vous êtes très très loin de faire clic-clac comme avec un jeu de miroir, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Je pense que vous qui écoutez Ta Café, vous êtes plutôt au courant. Un petit mot, Guillaume, c'est un sujet qu'on traite forcément depuis l'été dernier et qui va s'affiner avec le temps, mais c'est la propriété intellectuelle liée aux images génératives. Ouais, le bureau des copyrights américains est de plus en plus noyé par des demandes pour des œuvres générées pour tout ou en partie par des IA. Et donc, il va falloir décider de ce qu'on va en faire. Donc, il faut décider de la position à avoir sur ce truc. Et bon, il n'y a pas de secret. C'est difficile, c'est le bordel. Donc, foutu pour foutu, le bureau adopte une position complexe et subtile, le pauvre. Donc, ils ont décidé qu'une œuvre ne peut pas recevoir de copyright si elle est directement le produit d'une IA, sans intervention significative d'un humain. Alors, ça sous-entend qu'il est impératif que l'artiste révèle qu'il a utilisé une IA, déjà, à un moment donné, ou à un autre, pour créer ce qu'il a fait. Non seulement il doit donc révéler ça, mais en plus, il doit dire aussi comment il a utilisé cette IA, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Quelle est en tant qu'humain sa valeur ajoutée par rapport à l'IA. Leur approche est simple, si on se contente de demander à Midjourney de nous créer une image, c'est comme si on avait commissionné un autre artiste pour le faire pour nous, et donc on peut pas réclamer de droit là-dessus, c'est quelque chose ou quelqu'un d'autre qui l'a fait. Par contre, si tu fournis un travail de transformation suffisant, alors ok, ce travail-là peut être protégé. Toute la subtilité sera dans l'appréciation de ce fameux travail, et sera donc jugé au cas par cas. Et ça concerne tous les médias, de texte, images fixes ou animées, et même la musique. Donc, bon courage. Bon courage à tous ceux qui travaillent là-bas pour apprécier tout ça et ensuite se prendre les recours des postulants qui se sentent injustement traités, ça va être triste.
Magnifique. Tout un avenir qui s'ouvre à vous. Et puis, on va terminer cette rubrique avec quand même quelque chose qui est bluffant. Là aussi, une étape de franchie dans le monde des images génératives, des mirages, avec la version 5 de Midjourney qui fait des restitutions. Et alors, j'ai vu plein d'exemples circuler sur les réseaux sociaux assez bluffantes, mais qui fait des restitutions enfin d'un truc. Les mains qui étaient improbables et très monstrueuses aujourd'hui sont tout à fait humaines. Bah oui, Midjourney passe la 5e et là on peut vraiment dire qu'il est en vitesse de croisière. Je suis plutôt Team Stable Diffusion parce que c'est open et tout ça, mais je peux pas nier que le bond qualitatif fait par Midjourney V5 et d'ailleurs plus généralement par Midjourney depuis un an maintenant, depuis une bonne année. Donc déjà, j'en suis assez soulagé. Midjourney est enfin capable de sortir de son style propre, c'est-à-dire parce que avant, tu crées une image sur Midjourney, ça se voyait des kilomètres. Hein. Le truc avait sa patte. Traité peinture. Voilà, pour le meilleur et pour le pire, il avait vraiment son style. C'était très difficile de créer un truc vraiment différent. Là, on a des rendus qui peuvent être de tout type et des rendus photoréalistes. La résolution est bien meilleure de base. Hein, les trucs sont en bonne résolution. Ça doit être 4 fois plus. Il y a des textures de peau et des éclairages qui sont absolument incroyables. Et puis, il produit en fait beaucoup moins d'images ratées. C'est ça le truc, c'est que presque toutes les images qu'il produit sont acceptables en fait. Tu peux évidemment choisir celle qui te plaît le plus, mais il y a beaucoup moins de trucs monstrueux ou ratés, quoi. La plupart sont belles. Et surtout, Midjourney est peut-être le meilleur pour faire des doigts. Et oui, il vous fait des doigts quand vous voulez, et la plupart du temps par 5, c'est qui est quand même un gros progrès. Midjourney semble enfin capable de faire des mains correctes la plupart du temps. Pas trop tout le temps, mais la plupart du temps. Non, c'est pas... comment ? Non, pas trop entortiller les doigts, parce qu'en plus, non seulement le nombre n'y était pas, mais en plus, ils avaient vraiment des mouvements de doigts complètement improbables. Non, mais là, il y a vraiment des gens qui peuvent montrer leurs mains comme ça devant leur visage, et ils sont reproduits de manière fiable, quoi. C'est assez impressionnant. Et du coup, ça montre aussi, si tu veux, que détecter des mirages par rapport à des photos, détecter que les images sont fausses, ça va devenir de plus en plus difficile. Parce que les détails sont de plus en plus sophistiqués, c'est de plus en plus réaliste, les mains deviennent correctes la plupart du temps, donc ça va être très difficile de repérer les mirages, et on va commencer à avoir vraiment certaines images que tu vois de démos de Midjourney sont indiscernables de photos. Si tu regardes vraiment en zoomant et tout, peut-être que tu pourras voir des petits trucs, mais c'est pas là le point, c'est pas là l'essentiel. Je veux dire, qui fait un zoom au pixel près sur une image qu'il voit dans la presse, sur un site ou sur Twitter ? Personne. Et si tu regardes, comme tu regarderais un truc sur Twitter, les images que donne Midjourney, mais c'est indiscernable d'une photo. Ça devient extrêmement difficile. Donc, il y a des photos... Éventuellement des outils aujourd'hui ? Est-ce que les outils peuvent nous aider aujourd'hui à repérer ces défauts ? Non, pas vraiment. Je veux dire, les outils, c'est quoi ? C'est tu zoomes et tu regardes, tu rencontres que là, éventuellement, il y a 2 petits trucs qui sont fusionnés alors qu'ils ne devraient pas être fusionnés, ou voilà, des petites imperfections ici et là, tu vois, mais... Je veux dire, sur Twitter, il y a déjà des photos de Trump qui embrasse à pleine bouche un autre homme, que j'ai vu passer. Et je veux dire, si tu regardes pas au pixel près, si tu regardes pas vraiment tous les détails, mais ça passe crème. Donc, ça devient vraiment critique que tout le monde, partout, à tous les âges, devienne vraiment sceptique par défaut. Sceptique et critique. Parce que tout peut être faux, absolument tout. Ça va devenir un vrai travail, un vrai réflexe intellectuel à avoir, et évidemment, ça soulève des questions dans le monde de l'éducation aussi, j'imagine. On continue et on conclut cet épisode de Tech Café avec une mini-rubrique jeux vidéo avec... on va rester dans la continuité, Guillaume, avec des évolutions très directement liées au reste de notre épisode, mais sur le monde des jeux vidéo, justement. Mais oui, on n'en sort pas, on a encore des IA jusque dans la rubrique jeux vidéo, et c'est qu'un début. Alors, faut dire que les jeux vidéo, c'est quand même une des applications idéales des IA. Qui n'a pas rêvé d'avoir un NPC qui soit vraiment intelligent, qui puisse répondre naturellement, vraiment intelligent, ou peut-être juste moins con. C'est-à-dire, tu vois, qui mettent pas 3 secondes à ouvrir une porte, qui se prennent pas les murs, qui restent pas en plein milieu, tu vois, quand t'as 4,5 sur le train. Bon, évidemment, pour le moment, prendre, 13 gigaoctets, bouffer la totalité de la GPU rien que pour faire parler au NPC, ça semble un petit peu exagéré. Sauf si, finalement, on utilise la quantité de ressources fournies par le cloud. Est-ce que ce serait pas un cas d'usage, enfin, pour cette promesse de Microsoft et Ubisoft d'augmenter les jeux via le cloud, dont on avait discuté maintes fois déjà ? Peut-être. Bon, il va falloir que les serveurs de ChatGPT soient vraiment costauds s'ils sont utilisés pour tous les NPC de Final Fantasy, mais pourquoi pas ? En attendant, il y a une démo qui s'appelle Origins, qui est faite par InWorld, et qui donne une idée de ce que pourrait être un jeu dopé avec une IA moderne. Alors ça se passe dans l'univers de Metropolis, c'est un jeu d'enquête policière dans lequel tu parles directement au NPC, mais tu leur parles vraiment, avec ta voix, avec un micro, tu leur parles en langage naturel.
exactement comme si tu parlais à des humains, et ils te répondent. Alors ils ont une voix un petit peu synthétique, mais ils te répondent quand même naturellement, comme si ChatGPT était couplé à une sorte de synthétiseur vocal. Donc tu discutes avec eux, comme avec des chatbots, bien sûr, mais ils ont aussi des connaissances sur le jeu, évidemment, l'univers, sur le cas, c'est-à-dire sur l'enquête, donc ça sert le gameplay. Et c'est vraiment intéressant, ça permet de se faire une idée de ce que ça va probablement devenir à un moment donné. Ce truc devrait arriver sur Steam cet été, et ça préfigure peut-être un avenir du jeu vidéo, où il y aurait encore plus de raisons de te marier avec ta waifu, ta waifu de Genshin Impact 5 peut-être, on va savoir. Enfin, écoute, pourquoi pas. Je me réjouis, Guillaume. Et on termine avec l'ultime sujet, qui est celui de l'arrivée de ton chouchou Minecraft sur Chrome OS, sur Chromebook. Guillaume, j'ai hâte de savoir quel a été le fruit de cette prouesse. J'ai une petite idée. Alors oui, justement, là, si tu veux, oui, alors donc la news, effectivement, c'est que la news de base, c'est que Microsoft donc amène officiellement Minecraft Bedrock sur Chromebooks, alors qu'avant il fallait avoir un Chromebook assez puissant et passer par les versions Java, donc passer par les versions Linux en réalité. Si tu voulais jouer à Minecraft sur Chromebook, là ça va être beaucoup plus simple et bon, les performances seront meilleures puisque bon, la version Bedrock sera en natif. Mais en fait, la réalité c'est que ça intervient là encore au moment où Microsoft est toujours en bataille pour persuader les régulateurs que il peut acheter Activision et que non, ce n'est pas un danger atroce pour l'industrie du jeu vidéo. Donc il prouve là encore une fois son ouverture, alors déjà à plusieurs reprises on va dire, puisqu'il y a donc déjà il amène Minecraft sur Chromebook, donc des plateformes Google bien entendu, et il signe aussi un accord, donc sur Call of Duty avec un petit prestataire, que moi je connaissais pas du tout, qui s'appelle Boosteroids, qui est un Ukrainien qui fait donc du cloud gaming, donc c'est un Ukrainien qui fait du cloud gaming comme ça, et il signe un accord, ils annoncent signer un accord pour Call of Duty avec cet acteur-là. Bon, c'est dans la veine des accords qu'ils ont signés avec GeForce Now, bien entendu, encore une fois pour montrer qu'ils sont vraiment très très ouverts. Et tout dernièrement, il y a aussi une autre news qui en mettra en rapport avec ça et qui montre en fait aussi pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point morts de faim pour vraiment acheter Activision. Et comme tu le dis souvent, Activision Blizzard King, et c'est très important parce qu'en fait, il semblerait que Microsoft se prépare à l'entrée en fonction des nouvelles lois européennes qui obligeraient donc Google et Apple à ouvrir leur plateforme et à accepter des magasins d'applications tiers, en particulier des magasins d'applications de jeux vidéo. Et parce qu'ils sont en train là de préparer un App Store de jeux, donc un App Store de jeux Xbox, mais pour iPhone et Android, pour smartphone. Et évidemment, dedans, qu'est-ce qu'ils mettraient ? Ils mettraient en premier lieu, évidemment, les jeux mobiles qu'ils ont, et donc en particulier ceux d'Activision Blizzard King, bien entendu. Donc ça serait très pratique pour eux d'avoir des trucs à lancer comme des Diablo, comme bien entendu tous les jeux King, etc., etc. Et donc ils se préparent activement à ce que donc il y ait vraiment ce changement de paradigme surtout pour Apple, ça va leur faire très mal. Donc qui sera consécutif au DSA pour pouvoir et au DMA pour justement profiter de cette ouverture et occuper un nouveau marché. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important pour eux, ils se préparent déjà quoi. Le retour de Fortnite en 2023 sur iOS, peut-être, on verra. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue complète de l'actu tech de la semaine. Très, très, très orienté intelligence artificielle. Alors oui, c'est le cas la plupart du temps maintenant dans les épisodes de Tech Café, mais celui-ci était particulièrement représentatif, je pense, du poids que ça prend dans l'actualité. Merci beaucoup en tout cas pour ton travail et ta préparation de cet épisode. Il est grand temps qu'on rappelle à nos auditeurs quelques essentiels. Notamment, ce que j'ai rappelé en intro, à savoir qu'évidemment, on compte sur vous si vous trouvez que Tech Café a un intérêt pour vous, vous divertit, de vous rendre sur patreon.com/techcafé et d'envisager un soutien. Surtout, on compte sur vous pour laisser un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, on les cite en introduction des épisodes et surtout, ça nous réchauffe le cœur et croyez-moi, par les temps qui courent, c'est toujours agréable à voir, à ressentir. Et puis, bien entendu, on peut nous retrouver collectivement sur les serveurs Discord de Tech Café. Vous pouvez également déposer votre petit commentaire sur techcafé.fr dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes, mais également rentrer en contact avec nous à titre individuel. La question me brûle les lèvres, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Mais là, on va me retrouver en train d'essayer de télécharger le modèle 13 milliards de paramètres d'Alpaca pour savoir si lui, il sait comment il est mort, Michael Collins.
Ah bah j'aimerais bien la réponse. Tu nous tiendras au courant. Merci beaucoup Guillaume. Tu nous diras combien d'énergie ça a pris pour ton ordi pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.